deuxième round de ce panel avec, qui se situe sous le même thème. Et je vais avoir le plaisir de recevoir Hicham Lahlou, designer. Oui, revenez sur ça, c'est pour la photo. Oui, oui, la photo. Faites-nous la photo. Allez, j'arrive. Merci dans la boîte. Merci beaucoup. Et donc, on reçoit Hicham Lahlou, designer, Mehdi Naïm, designer de Mehdi Naïm Design Lab, qui ont été tous les deux récompensés hier soir. Et Mehdi Septi, directeur de l'école des arts et métiers au campus de Rabat. Alors, prenez vos... Alors, c'est bon, vous avez des micros? Tiens, prends-en un. Normalement, il fonctionne. Non. Non, fonctionne pas, décidément. Essaye celui-là. C'est bon. C'est bon, ça marche. Celui-là, on l'enlève. Alors, merci d'être avec nous. Hein. C'est la dernière discussion qu'on aura aujourd'hui. Je suis content de vous avoir pour ça. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce prisme-là qui est plus artistique. Non, mais c'est vrai. On n'en parle jamais. Hein, c'est que en fait, un designer, il partage beaucoup de choses avec un artiste en termes de sensibilité, mais en fait, on ne traite pas du tout la même dimension. On est d'accord. Et c'est justement, c'est de pouvoir allier ces deux dimensions-là. Exact. Autant l'artiste, il laisse exprimer son inconscient, autant que le designer, il doit être conscient. Il doit scientiser, il doit conscientiser, il doit argumenter et expliquer. Ok. Donc c'est rationaliser l'irrationnel. Exactement. Ok, mais on allie les deux. Hein. Tout à fait. Rendre tangible ce qui est intangible aussi. Voilà, rendre tangible ce qui est intangible. Alors voilà, justement, ça, on va avoir cette discussion tous les trois là-dessus parce que c'est intéressant. Alors déjà, quand on parle de design, souvent, il faut encore une fois, et c'est vrai que Hicham, quand tu représentes le Maroc à l'international dans toutes les instances que tu représentes au niveau du design, mais quand on ne connaît pas, quand on regarde de loin, on va dire mais qu'est-ce qu'il fait en fait celui-là? C'est quoi? Pourquoi il y a autant d'intérêt, autant de lumière sur le design qui soit lié justement à l'économie, qui soit lié à la croissance, qui soit lié non seulement à l'identité, et là aujourd'hui à l'industrie. Alors, dans le design, il y a le design esthétique, il peut y avoir tes lunettes, il peut y avoir les babouches que j'attends toujours. Mais pas seulement. On peut parler de design automobile, on peut parler de design industriel. Donc, sur quoi vous vous positionnez alors, déjà, Mehdi? Quand on parle de l'esthétique, c'est la science du beau. Donc c'est une science. Ce qu'il faut intégrer en termes de design, c'est que le design, c'est une activité dans laquelle se rejoint la science, la technologie et l'art. C'est très important d'avoir un discours élaboré en termes scientifiques, d'avoir une maîtrise technologique. Il n'y a pas que l'esthétique, il y a la fonctionnalité, bien sûr, parce que s'il n'y a pas la fonction, au final, l'objet ou le projet design, il devient un projet artistique. Puis, il y a la sémiologie, c'est que le projet ou l'objet design, il doit communiquer, il doit être désirable, il doit provoquer les émotions. Et puis, il y a le dernier niveau, on va dire, c'est ce qu'on appelle le design cognitif. Et c'est ce qui nous concerne par rapport à notre sujet de la souveraineté. Hicham. Bon, déjà merci à Hicham et félicitations pour l'organisation. Très heureux d'être parmi vous et honoré d'avoir reçu le prix hier avec mon ami et confrère Mehdi hier. Donc c'est une reconnaissance quelque part du design et le lien très fort à l'industrie. Bon, le design, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions, des artistes, les fnans. Bon, je revendique ma sensibilité, comme tu as si bien dit. Mais limite, si on me dit trop artiste, des fois, ça commence un peu à me gonfler. Parce que le design est d'abord un domaine hyper stratégique, qui est, vous pouvez trouver des chiffres très parlants.
de combien le design contribue au PIB des nations et comment il a permis à des nations de devenir des nations performantes. Il y a plusieurs articles, il y a le rapport de McKinsey de 2018, c'est Business Value of Design, il y a un article sur Forbes qui est sorti, qui est le design, c'est un outil de performance pour les entreprises, c'est un outil de force. On ne l'utilise pas pour perdre son temps, on l'intègre dans une vision stratégique, dans une démarche. Donc ça veut dire que si par exemple un industriel désire de développer un produit pour développer une typologie d'industrie, qu'elle soit automobile, comme Namix, ou que ça soit une bouteille d'eau, ou que ça soit une poignée, ou que ça soit un objet technologique, etc. Il faut prendre en compte déjà, mettre le design en amont de la réflexion stratégique. C'est pas quand on a fini de monter le projet qu'on appelle un designer, ouais, fais-nous une proposition. C'est pas comme ça qu'on parle design. Design, c'est un élément, c'est un facteur stratégique. Et c'est un art appliqué à la science, à l'innovation, à la technologie, à l'engineering. C'est-à-dire, par exemple, quand on parle design automobile ou d'autres secteurs, pas que l'automobile, les infrastructures, le mobilier urbain. Le designer travaille conjointement avec les ingénieurs. C'est un binôme qui est indissociable. Et puis, il y a une part de rêve. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu disais un peu quelque chose de similaire. Rendre tangible ce qui est intangible. Mais c'est cette part de rêve qui nous permet, nous, en tant que consommateurs, d'aller acheter telle ou telle chose. Parce que le design a un côté sensoriel, a un côté, il joue sur la part d'émotion, etc. Et pour essayer de répondre à la question que tu m'as posée, Faisal, je vais vous donner un exemple très simple. La plus grande capitalisation boursière du monde, c'est Apple, 3 000 milliards ou même plus de dollars. Ben, toute la pine dorsale de la stratégie d'Apple est le design, qui a été porté par Steve Jobs. Le vice-président, il n'y a pas très longtemps, était un designer. Donc le designer, c'est un leader qui porte une vision et qui est là pour participer à changer un peu le monde et apporter des pratiques nouvelles, des innovations nouvelles. On parle tout à l'heure, j'entendais des différents intervenants qui parlaient beaucoup d'innovation, mais on parle beaucoup d'innovation au Maroc. Mais design, c'est un mot qui n'est jamais intégré dans le discours. Je ne sais pas pourquoi. Soit par méconnaissance, soit par oubli, soit par, je suis désolé de le dire, peut-être par inculture. Mais le moteur de l'innovation, le catalyse de l'innovation, on dit design drives innovation. On ne peut pas parler d'innovation sans design. C'est antinomique. C'est comme un avion sans ailes ou une voiture sans roues. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Donc c'est un domaine qu'il faut intégrer dans notre pays, parce qu'aujourd'hui on parle de souveraineté. Je pense qu'il faut mettre en place, comme il a été fait, on a rendu hommage à M. Salahdine Mzouar. Il y a 20 ans, il y a eu le plan émergence qui avait été lancé sous l'impulsion de Sidnana Insro. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui mettre en place un plan national du design, comme l'a fait le Danemark, comme le fait plein de pays, la Turquie, la Chine. Il faut un plan d'émergence au niveau du design et intégrer les designers comme nous et d'autres confrères et consoeurs, parce que c'est les professionnels du design qui sont dans la pratique du design qui sont là pour aider à mettre en œuvre, s'il y a un plan stratégique qui met en place, pour aider l'industrie marocaine, la souveraineté marocaine à être beaucoup plus puissante et proposer demain à l'export ou sur le marché national ou sur le continent, parce qu'on est quand même très tourné vers notre continent africain. Et voilà, bon, j'espère que j'ai répondu. Non, alors, ça va me faire réagir à quelque chose et vous poser la question. Est-ce que ce n'est pas une question de perception chez nous au Maroc, de l'art en général? Alors, je te donne un exemple, je l'ai vécu dans ma chair. J'ai fait une première année d'architecture. Allô? J'ai fait une première année d'architecture et on m'avait dit, pour faire de l'archi, il faut être bon en maths, etc. Donc moi, comme tout bon étudiant marocain, pour faire on a été bon en maths, on a été bon en physique, etc. J'arrive à l'école d'archi et on me dit, mais mon vieux, pour être architecte, maths, physique, on a des ingénieurs qui vont te faire ça. Tu vas avoir des ingénieurs pour la résistance des matériaux. Tu sais dessiner? Tiens, prends-moi un crayon, un fil à plomb et dessine-moi. Et là, grande révélation, je me dis, mais ah non, ça on me l'a jamais dit. Moi, et justement, voilà. j'ai envie de rebondir sur ça, parce que souvent on parle du design, mais peu du designer. Il faut comprendre un peu qu'est-ce qui fait du designer un élément clé dans le succès d'un projet ou d'une stratégie d'entreprise.
C'est que tout à l'heure, mon collègue et ami Hicham, il a parlé de consommateur. Dans notre communauté du designer, c'est un mot prohibé en réalité. On utilise le mot usager. Parce que l'une des caractéristiques du designer, c'est qu'il a de l'empathie. Et voilà pourquoi le marketeur et le communicant, ils s'appuient sur le designer. Parce que dans leur logique à eux, il n'y a que le consommateur. Le fait de s'appuyer sur le design, ça ouvre la voie à l'empathie de s'installer. C'est ce qui permet en fait d'anticiper les besoins des usagers et de se mettre à leur place et de comprendre un peu ce qu'ils peuvent attendre comme réponse de la part du projet ou de la solution. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et pourquoi on a besoin des designers accolés aux compétences d'un ingénieur, c'est parce qu'ils sont dotés d'une forme de pensée unique et singulière qu'on appelle la pensée arborescente. Contrairement aux ingénieurs qui ont une pensée linéaire, rationnelle et prévisible, malheureusement. Et donc, cette pensée arborescente, elle permet aux designers, de manière intuitive, à connecter des sujets divers et variés qui peuvent paraître pour la majorité des gens comme étant n'avoir aucun lien entre eux. Et lui, il arrive en fait à adosser des expériences, à les additionner et sortir avec quelque chose de nouveau. Tout à l'heure, vous parlez de l'innovation, vous avez parlé des scientifiques, des chercheurs, des ingénieurs, mais l'esprit créatif, il est où? Voilà pourquoi l'élément design ou designer est indispensable dans la chaîne de valeur qui mène vers l'innovation. Parce que oui, un ingénieur pour faire une bagnole, s'il n'y a pas de designer derrière, ça peut nous faire des gros trucs bien carrés et bien rectangulaires qui pèsent 3 tonnes. Mehdi. C'est comme le téléphone des inconnus. Oui, c'est un gros truc. Merci. Tiens, prends le mien. Allô. Merci Sidi Sedlaoui. En tout cas, tout d'abord, merci à Sidi Hicham et à son équipe, adorable équipe, qui nous a offert 36 heures d'événements en mode fast-track. Ça nous permet d'abord de se retrouver, de travailler, de réfléchir ensemble et vraiment de s'oxygéner. Je crois que votre objectif premier, Sidi Hicham, est réussi. En tout cas, bravo. Je suis très ravi et très flatté d'être dans ce panel avec des artistes. Parce qu'effectivement, Sidi Sedlaoui, les ingénieurs et les écoles d'ingénieurs ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas avancer s'ils ne sont pas entourés d'artistes. Ça, c'est le point de départ. Je voudrais demander à la régie de nous mettre la première slide. Je vais essayer d'être conformiste, de répondre au sujet de ce panel, mais aussi de faire un peu d'out of the box pour répondre à un peu d'arborescence. Voilà, donc l'ingénieur qui va aller aussi un peu sur le côté artiste et qui va s'inviter sur le out of the box. Si Hicham Mehdi, ça c'est la première page de notre plaquette. J'ai demandé aux collègues restés à Rabat de nous l'envoyer. On a essayé de représenter à travers cette figure tout ce que l'artiste et l'ingénieur sont capables de faire ensemble. Tout ce que l'artiste et l'ingénieur sont capables de faire ensemble, en fait, c'est de pouvoir envisager les produits de demain, mais avec justement le côté utilisateur. Alors, l'innovation et la formation au service des produits industriels. Moi, je suis un peu bousculé par rapport à ce qu'a dit Monsieur le ministre ce matin, Monsieur Mzour, et aussi par Monsieur Mzouer, qui était à son poste 20 ans avant. C'est les entreprises marocaines qui sont appelées à multiplier leurs effectifs par 2 à horizon 2030. Je crois que le cap et l'ambition sont fixés, et avec ça, on a tous un rôle quelque part à jouer. Je vais parler du rôle d'une école d'ingénieurs qui s'est installée à Rabat, qui est l'émanation d'un projet de co-construction entre l'État marocain, notamment le ministère de l'Industrie, et Arts et Métiers France, qui existe depuis plus de 2 siècles. Et sur un cas d'usage, je vais inviter nos amis artistes à nous donner leur avis sur ce qu'une école d'ingénieurs essaye de faire au quotidien, mais au service de l'écosystème industriel. Est-ce que la régie peut nous envoyer next slide? Alors, c'est une photo qui est un peu déformée, mais l'essentiel est là. Nous sommes tous appelés dans nos fonctions respectives à fabriquer ou acheter des articles de tout usage. Et ça dépend du mindset du manager qui est derrière cette commande, de comment il regarde cette commande. En fait, le Made in Morocco, il ne faut pas que ça reste un slogan. Sinon, la souveraineté industrielle ne va pas arriver à son chemin. Et l'idée, c'est de challenger l'ensemble des équipes, en tout cas les miennes, sur si on ne peut pas faire, on l'importe.
Et ça, c'est un changement de mindset. Si on ne peut pas faire, on l'importe. Et je vous ai exposé un exemple parmi d'autres. Est-ce qu'on peut passer à la deuxième slide? Est-ce que franchement, on peut trouver une différence entre deux produits dont l'usage est le même? Et en lançant récemment un appel d'offres, il y a un Marocain et un étranger qui ont soumissionné en respectant le CPS avec 2 articles. Ça, ce sont des paillasses électrotechniques, électromécaniques pour les gens de Masser qui nous entourent. Et au quotidien, on a besoin d'acheter des choses comme ça. On ne peut absolument pas faire la différence entre qui est le Marocain, qui est l'étranger. Mais l'idée, c'est de pouvoir accompagner nos opérateurs locaux à faire ce que nous n'avons pas, parce que sinon, on n'aura jamais de choses comme ça ou de choses beaucoup plus évoluées. Je suis désolé, j'aurais pu exposer des choses sur la menuiserie, des choses sur les meubles, des choses sur le textile, mais quelque chose qui vient au quotidien, qui m'a énormément marqué. Et alors, pour marquer aussi la salle, entre les deux, il y a un ratio de 1,6 sur le prix, sur la disponibilité, sur le nombre d'opérateurs à préserver. Et je crois, Sidi Adlaoui, pour vous rendre la parole, que si on veut coller au message politique, mais aussi à la réalité concrète qui nous attend, nous avons beaucoup de jeunes, c'est Think Morocco First, sur la production, sur les achats, sur ce que nous faisons. Si on ne peut pas le faire, à ce moment-là, on peut s'adjoindre l'expérience de collègues à l'étranger qui peuvent nous accompagner justement à fabriquer, à rendre ça plus viable. Un dernier mot à ce sujet-là, et vous pouvez enlever ces slides-là, je vous remercie. L'innovation demande d'abord d'être sur un terreau fertile en termes de créativité. Et tous les managers et les leaders dans cette salle savent que l'innovation ne se décrète pas du jour au lendemain. Il faut un terreau fertile à l'innovation qui s'appelle la créativité. Il faut installer une ambiance de créativité avant d'aller vers l'innovation, et de là vont s'adjoindre à nous les artistes, les designers, pour pouvoir justement compléter cette association magnifique entre l'artiste et l'ingénieur qui ont fait des miracles et des merveilles à travers le temps. Et je vous remercie. Alors justement, je vous pose la question à tous, est-ce que, et là on parle sans barrière, parce qu'on avance et on sort la poussière sous le tapis, est-ce qu'on a suffisamment donné de crédit à l'art, à la créativité, à ces métiers, plutôt que, moi je vous ai donné mon exemple, mais on a tout le temps sacralisé les maths, la physique, où nous les Marocains sommes très bons, hein. Ça il faut, encore une fois, il faut le reconnaître, mais par contre, dans toutes ces filières artistiques, est-ce qu'on a suffisamment de formation? Est-ce qu'on a envie aussi d'insuffler ça? Et est-ce que c'est pas lié aussi au marché? Parce qu'il n'y a pas d'industrie de l'art qui soit... Je préfère le terme créatif plutôt que artistique. Ok, créatif. Et si on peut fournir l'effort voilà, d'adopter au moins le mot créatif au lieu de designer. Je veux rebondir sur la question de l'innovation. L'innovation, c'est pas l'invention. C'est-à-dire que quand on étudie la science de l'innovation, on constate qu'on peut la résumer presque en 2 mots. C'est de l'additionnement. C'est additionner 2 solutions existantes, elle donne une 3e solution qui est nouvelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus considérer que l'innovation, c'est quelque chose d'inaccessible ou de difficile à atteindre, etc. On ne parle pas de l'invention, ça c'est autre chose. Par rapport au Maroc et à la souveraineté industrielle, aujourd'hui, il y a tous les éléments nécessaires pour qu'on puisse partir à l'assaut des marchés internationaux. C'est-à-dire qu'on a une qualité d'ingénierie marocaine reconnue au niveau international. On a des entreprises qui ont une santé économique assez bonne. Aujourd'hui, il va falloir justement ouvrir la voie à la créativité de rentrer en entreprise. Et c'est ça le grand challenge. Mais pour cela, il faut comprendre un peu le monde de la créativité. C'est un monde qui est intangible. On n'y a pas accès avec le logos, mais à travers des émotions, des sensations. Et donc, il faut, dans les formations créatives aujourd'hui, permettre aux étudiants de prendre conscience de ce qu'ils sont, de ce qu'ils vivent, ce qu'ils peuvent apporter, comprendre un peu ces processus créatifs, comment ils se produisent dans l'esprit et finissent par sortir et prendre vie.
Hicham. Moi, je vais réagir par rapport à ce que dit Mehdi. Et un mot qui m'a fait réagir, c'est formation. Et une grande question, très grande question. Pourquoi aujourd'hui au Maroc, dans les universités, privées ou publiques, la formation de designer n'est pas, il n'y a pas de discipline, une filière, il n'y a pas de filière. Alors, soit on met le design dans l'architecture et l'engineering, laissons vivre les architectes, laissons vivre les ingénieurs, mais laissons vivre les designers. Et impliquons les professionnels pour former les futurs designers pour pouvoir rendre le design plus inclusif au marché local, parce qu'il y a des besoins énormes. Il y a l'avènement de la Coupe du Monde qui va arriver. Est-ce qu'on va continuer à équiper nos hôtels? Ça, c'est quand même parce qu'on est dans un hôtel, donc ça me vient à l'esprit, en important à tout va. Est-ce qu'on va encourager nos industries dans différents types de secteurs, comme le secteur du second œuvre, ou de l'aménagement ou du mobilier, le cas échéant, comme Villa Design ou d'autres acteurs? Ou est-ce qu'on va continuer juste à importer? Donc, soit ça nous fait plaisir d'exporter des devises, c'est très bien. Après, bon, heureusement qu'il y a les Marocains résidant à l'étranger qui compensent et qui aident le pays. Mais il va falloir rendre ce design complètement inclusif. Et je suis d'accord avec ce que tu disais, le créatif, les créatifs. Je veux dire, j'utilise souvent un mot pour définir ce que nous sommes, parler en tant que designer. Nous sommes des gens très pragmatiques. Voilà. On nous pose une question, on pense à l'utilisateur, et encore plus maintenant, on pense à la planète. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus, parce que d'ailleurs le design est complètement intégré dans les ODD ou les Sustainable Development Goals des Nations Unies. Parce qu'aujourd'hui, quand on conçoit et on consomme, parce qu'on conçoit, l'utilisateur le consomme. Quelle incidence ça va avoir sur la planète? Parce qu'aujourd'hui, on peut parler même dans différents secteurs d'économie circulaire, on peut parler de différentes... Parce que même l'économie verte peut créer énormément d'emplois. Et il y a beaucoup de confrères et de consoeurs dans le monde qui travaillent sur ces problématiques de produire et consommer responsable. Et le design touche différents secteurs. Moi, j'ai déjà assisté à des conférences un peu partout dans le monde, notamment, je me rappelle, j'étais à Mexico, en 2018, Mexico était capitale mondiale design. Et bon, j'avais parmi les conférences où je voulais aller participer en tant que spectateur, si je puis dire, c'est une conférence sur l'eau, et le design et l'eau. C'était extraordinaire. Comment, grâce au design, pas dessiner quelque chose, grâce au design, tu disais au déjeuner, cognitif, c'est-à-dire la pensée du design, comment on peut trouver des solutions par rapport aux problématiques de l'eau. Donc ils expliquaient par une mégalopole comme Mexico City, toute la communauté de designers ou de design a été impliquée en partenariat avec différents acteurs comme des ingénieurs, des scientifiques, des chercheurs, pour trouver des solutions par rapport à différents cas de problématiques sur l'eau. C'est très très intéressant. Je veux dire, ça touche tellement de secteurs, c'est tellement transversal, c'est tellement intéressant que moi, je voulais réagir surtout pourquoi nos universités, pourquoi nous n'enseignons pas le design industriel, les différents métiers de design, pourquoi on n'implique pas cette formidable communauté de designers qui existe chez nous, et plus largement sur le continent africain. Et ça, c'est une grande question. Je veux dire, aujourd'hui, c'est quand même une question à se poser. Pourquoi? On peut poser la question à Mehdi aussi. De réponse, c'est de comprendre finalement quel type de société on est. Ça aiderait énormément à comprendre la place que pourra occuper ou que peut occuper le design. Quand on parle du design comme ça, si on veut être puriste, on doit l'appeler design rationnel. J'ai envie de poser la question à mes confrères, comment ils considèrent la société marocaine? Est-ce qu'on peut dire que la société marocaine est viscéralement une société rationnelle ou autre chose? Donc on est émotionnel. Et c'est l'une des raisons qui rend un peu le sujet... 60-60. Voilà, mais c'est ce qui rend le sujet un peu compliqué. Moi, à travers mes travaux, y compris voilà, avec des universités, des écoles d'ingé, des écoles d'archi, etc., cette question du design, elle m'a vraiment pris la tête. Et à un moment donné, je me suis dit, il va falloir faire un travail limite anthropologique, comprendre
pourquoi le design connaît autant de difficultés. Et pourtant, les Marocains, ils sont affriolants du design. Les Marocains croient en le design. L'État marocain croit dans le design. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé notre point d'équilibre, justement, entre l'ingénierie, qui est plus pragmatique, plus claire, plus, on va dire, limpide dans sa compréhension, dans sa fonctionnalité, etc., que le design, en fait, il est multifacette. Et on a du mal à le saisir réellement. Mais en réalité, il y a un design marocain qui existe depuis très très longtemps, qu'on voit s'exprimer dans l'artisanat. L'artisanat marocain qu'on cherche à marier avec le design rationnel, en réalité, elle est porteuse de son propre design. Un design, entre autres, qui est mystique, qui est connecté à des aspects de l'esprit humain. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de travaux qui ont été faits sur cette typologie de design que porte notre identité culturelle. C'est en respectant notre anthropologie, c'est en respectant notre propre cognition, tout en étant conscient des multifacettes sous lesquelles le design peut se présenter, qu'on va pouvoir faire le choix du design qui nous ressemble et qui nous aiderait à résoudre nos problèmes. Donc il y a un vrai travail de fond qui doit se faire et ne pas rester dans l'admiration de ce qui se fait ailleurs, mais de prendre conscience de nos propres capacités cognitives, créatives et collaboratives. Parce que le design tout seul, il ne peut pas tout régler. Il est dépendant, il y a une interdépendance entre tout ça, et c'est pour cela que le design, c'est un bon catalyseur du travail collaboratif. C'est un bon catalyseur pour l'interdisciplinarité. Et grâce à cette arborescence type de la pensée design, ça lui permet en fait de connecter les expertises et d'en faire quelque chose d'efficace en termes de réponse et en termes de rentabilité économique. Alors pour finir, Mehdi, juste pour répondre à l'interrogation d'Hicham sur pourquoi il n'y a pas de cursus académique, pourquoi on ne prend pas suffisamment en considération le design, et comme tu l'as dit, Hicham, de manière extrêmement transversale, pas seulement dans des écoles d'ingénieurs, mais un peu partout, quoi. Alors, merci Sissi Dlaoui. Nos amis artistes interpellent les établissements d'enseignement pour créatifs, artistes créatifs, innovants, inventeurs, marocains. Il est ingénieur, c'est pour ça. Pourquoi les établissements d'enseignement supérieur n'ont pas encore développé d'école de design? Je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais peut-être que prochainement, il y aura une école de design. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on prend par exemple le cas d'un de nos amis industriels qui a été primé hier, pour ne pas citer Siem Kouar. Quand on prend une discussion entre un industriel, un directeur d'établissement d'ingénieur et un designer, au bout de 10 minutes, on s'est rendu compte ce matin qu'on pourrait faire et qu'on pouvait faire des projets au profit des étudiants, qui eux-mêmes sont aujourd'hui des élèves ingénieurs, demain des acteurs, des managers, des leaders du monde industriel. Je crois que dissocier les écoles, ça n'a pas de sens. Moi, je fais une recommandation aujourd'hui d'incuber les uns dans les autres au service de l'industrie, pour que ça puisse, pour ne pas monter des murs. La deuxième des choses sur laquelle je voudrais interpeller les gens qui nous font le plaisir d'assister aujourd'hui, c'est sur l'innovation frugale. Il y a quelque chose d'essentiel dans la montée en régime de l'innovation, puisque nous sommes un vieux pays, mais un jeune pays dans l'industrie, qui essaye de trouver sa place. Et heureusement, on le voit, ces 20 dernières années, il y a quelque chose d'extraordinaire et d'exponentiel qui s'accélère. L'innovation frugale, extraordinaire, pourquoi? Parce que pas toutes les entreprises n'ont un budget de 100 millions de dirhams ou 10 millions de dirhams affectés ou là dans une ligne budgétaire à l'innovation. Par contre, avec les moyens du bord, et ça les designers le savent, les artistes le savent, c'est qu'avec les moyens du bord, avec la ressource humaine on board, on peut faire des choses intéressantes. Et ça, c'est un volet de l'innovation qu'il ne faut pas occulter. Au contraire, il y a même une autre piste, c'est parmi les cadres qui des fois se sentent coincés dans les structures. Ils trouvent je n'arrive pas à innover, ça on l'entend. Je n'arrive pas parce que le chef d'entreprise a un cadre formel. Il y a ce qu'on appelle l'intrapreneuriat. Et l'intrapreneuriat, c'est pas je veux innover, je quitte mon entreprise pour créer la mienne, pour chercher de l'argent que je ne trouve pas, et après je reviens sur le marché du travail. L'intrapreneuriat, c'est interpeller mon chef d'entreprise sur qu'est-ce que je peux faire tout en restant dans la structure, mais en créant une structure à l'intérieur. Et ça a été testé par un certain nombre d'entreprises qui fonctionnent beaucoup.
C'est très simple, c'est un cadre qui va vers son chef d'entreprise et qui lui dit, voilà, je veux innover, j'ai une idée au service de l'entreprise, mais je veux la faire en tant qu'intrapreneur, c'est-à-dire rester avec vous, créer une structure et un département à l'intérieur et essayer de faire évoluer mon entreprise vers l'avenir, parce que s'il n'y a pas d'innovation dans les entreprises vont mourir. Et elles vont toutes mourir. Et ça, c'est la vérité vraie. Voilà, donc j'appelle à un travail en commun entre les designers et les écoles d'ingé, puisque je représente aujourd'hui dans ce panel mes chers collègues directeurs d'établissement des écoles d'ingénieurs. J'ai ouvert la porte à mon ami Hicham Lehlou, j'ouvre la porte à Simedi, à tous les industriels qui veulent travailler au service de l'industrie marocaine pour les élèves ingénieurs aujourd'hui qui sont les acteurs de demain. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'était super intéressant. J'en doutais pas. Merci en tout cas de nous avoir mis en lumière à quoi servait le design avec autant de passion et autant de gouaille. Voilà, je vous demande de les remercier. On va faire une dernière photo du panel. Venez au centre de la scène. Et voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. C'était un plaisir de vous avoir hier et aujourd'hui. Et je vous dis donc à l'année prochaine. Merci beaucoup.